History Secrets. Nous vivons dans un monde où presque tout semble solide. L'argent, la technologie, les institutions. Mais certaines idées philosophiques suggèrent que beaucoup de ces choses pourraient n'être que des constructions collectives. Une ancienne métaphore aide à comprendre cette possibilité. Elle a été proposée par le philosophe grec Platono. La célèbre allégorie de la caverne. Dans cette histoire, des personnes vivent enchaînées à l'intérieur d'une caverne depuis leur naissance. Elles ne peuvent pas tourner le corps. Elles ne peuvent que regarder un mur. Derrière elles, il y a un feu. Et entre le feu et les prisonniers, passent des figures qui projettent des ombres sur le mur. Les prisonniers ne voient que ces ombres. Et ils croient que c'est cela, la réalité. Pour Platon, cette métaphore décrivait la condition humaine. Une grande partie de ce que nous considérons comme la réalité peut n'être qu'une représentation. Des interprétations, des récits, des constructions sociales. Certains penseurs contemporains utilisent cette métaphore pour analyser le système économique moderne. L'argent, par exemple. Pendant une grande partie de l'histoire, les monnaies étaient liées à des ressources physiques. L'argent, les métaux précieux. Mais dans le système actuel, la plupart des monnaies n'ont pas de support physique. Ce sont des monnaies fiduciaires. Leur valeur dépend fondamentalement de la confiance collective. Elles existent parce que tout le monde accepte d'y croire. Jiang Avisas Nico sobre o Fim. Lorsque des milliards de personnes acceptent un système monétaire, il devient fonctionnel. Mais cette fonctionnalité dépend de la croyance partagée. Si la confiance disparaît, la valeur peut disparaître aussi. Ce principe s'est déjà produit à de nombreuses reprises dans l'histoire économique. Des monnaies se sont effondrées. Des empires financiers ont chuté. Des systèmes monétaires ont été remplacés. Cette perspective amène certains analystes à remettre en question le concept traditionnel de richesse. Si l'argent dépend de la croyance collective, alors peut-être que la véritable richesse se trouve dans d'autres éléments. La connaissance, la créativité, la capacité d'adaptation, la communauté, l'influence sociale. Ces actifs ne dépendent pas d'un système financier spécifique. Une personne peut perdre de l'argent, peut perdre l'accès à des plateformes, peut même perdre un statut social. Mais la connaissance et les compétences restent. Elles accompagnent l'individu partout. Cette idée apparaît souvent dans les débats sur l'avenir de la société. Surtout dans des scénarios où la technologie, l'économie et la politique traversent des transformations rapides. Certains observateurs pensent que nous entrons dans une période de transition globale. Une période où d'anciennes structures pourraient être remplacées par de nouvelles formes d'organisation sociale. Parmi ces transformations, l'une des plus discutées concerne l'avancée de l'intelligence artificielle. Ces dernières années, des investissements massifs ont été dirigés vers le développement de systèmes de plus en plus sophistiqués. Ces systèmes commencent déjà à influencer des domaines fondamentaux. La communication, l'économie, l'éducation, la sécurité. Certains analystes y voient simplement un progrès technologique. D'autres soulèvent des préoccupations concernant de possibles mécanismes de contrôle social, des systèmes de surveillance, des algorithmes capables de surveiller les comportements, des plateformes capables d'influencer les opinions. Ces discussions apparaissent fréquemment dans les débats sur l'avenir de la démocratie numérique. Il existe également une inquiétude croissante concernant la dépendance technologique. À mesure que les technologies numériques deviennent essentielles à la vie quotidienne, de nombreuses compétences traditionnelles commencent à disparaître. Cuisiner, produire de la nourriture, réparer des équipements, résoudre des problèmes sans l'aide de systèmes numériques. Certains critiques affirment que cette perte d'autonomie peut rendre les sociétés plus vulnérables. Si une population dépend complètement de systèmes technologiques complexes, toute interruption peut provoquer des crises profondes. D'un autre côté, d'autres spécialistes estiment que la technologie peut aussi élargir les capacités humaines, connecter les personnes, étendre les connaissances, créer de nouvelles opportunités économiques. La vérité se situe probablement quelque part entre ces deux visions. La technologie n'est pas seulement un outil. Elle redéfinit aussi la manière dont les sociétés fonctionnent. Et chaque nouvelle innovation
apporte de nouvelles possibilités, mais aussi de nouveaux défis. Un autre aspect souvent discuté est la capacité humaine d'adaptation. Même dans des scénarios de crise profonde, les sociétés humaines ont historiquement démontré une grande capacité de réorganisation. Des communautés émergent. Des solutions improvisées apparaissent. Des réseaux de coopération se forment. Dans des moments d'effondrement institutionnel, les gens se tournent souvent vers l'élément le plus ancien de l'organisation humaine. La coopération directe. Des voisins aidant des voisins. Des groupes locaux résolvant collectivement des problèmes. Cette capacité d'adaptation a été une caractéristique centrale de l'histoire humaine. C'est pourquoi certains penseurs soutiennent que la véritable sécurité d'une société ne réside pas seulement dans ses institutions, mais aussi dans la créativité et la résilience de ses citoyens. La connaissance partagée, les compétences pratiques, la confiance mutuelle. Face à un avenir incertain, la question la plus importante n'est peut-être pas seulement quel système économique dominera le monde, mais quelles capacités humaines resteront essentielles indépendamment du système. Apprendre, créer, coopérer, s'adapter. S'il y a une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est que les changements ont toujours existé. Des empires sont apparus et ont disparu. Des technologies ont transformé les sociétés. Des idées ont changé la manière dont nous comprenons le monde. Et au milieu de toutes ces transformations, une chose demeure. La capacité humaine à imaginer de nouveaux chemins. Parce qu'au final, la véritable richesse ne se trouve peut-être pas dans les systèmes que nous créons, mais dans la capacité de les recréer lorsque c'est nécessaire. Lorsque nous analysons l'avenir des sociétés modernes, une question inévitable se pose. Que se passe-t-il lorsque des systèmes qui semblaient permanents commencent à changer ? Au fil de l'histoire, de grandes transformations économiques se sont produites à plusieurs reprises. Des empires commerciaux ont disparu. Des monnaies ont perdu de la valeur. De nouveaux systèmes financiers sont apparus. Ces changements ne se produisent presque jamais de manière silencieuse. Ils génèrent généralement de la peur, de l'instabilité et de nombreuses interprétations sur ce qui va suivre. Certains analystes pensent que le monde actuel pourrait entrer dans une nouvelle phase de transition. La croissance de la dette mondiale, la numérisation de l'argent, l'émergence des monnaies numériques. Tout cela indique que le système financier pourrait subir une reconfiguration profonde. Dans ce contexte, des débats intenses émergent sur l'avenir de l'économie. Certains soutiennent que de nouvelles technologies décentralisées peuvent transformer le système monétaire. D'autres pensent que les gouvernements renforceront le contrôle à travers des monnaies numériques émises par les banques centrales. Ces monnaies, connues sous le nom de CBDC, sont déjà étudiées par de nombreux pays. L'introduction de ces technologies soulève de nouvelles questions. La vie privée, l'autonomie économique, la capacité de surveillance des transactions. Pour certains experts, les systèmes financiers numériques peuvent améliorer l'efficacité et la sécurité. Pour d'autres, ils peuvent étendre la portée des mécanismes de surveillance économique. Ce débat est lié à une discussion plus large sur la technologie et le pouvoir. Tout au long de l'histoire, ceux qui contrôlent l'information contrôlent souvent la société. À l'ère numérique, les données sont devenues une ressource stratégique. Les grandes plateformes technologiques accumulent d'énormes quantités d'informations sur le comportement humain. Ces données permettent de comprendre les schémas sociaux avec une précision sans précédent. Les préférences, les habitudes, les routines, les interactions. Tout peut être analysé par des algorithmes. Cette capacité crée de nouvelles possibilités. Mais elle soulève aussi des inquiétudes. Comment ces données sont-elles utilisées ? Qui y a accès ? Quelles limites doivent exister ? Ces questions sont au cœur des débats contemporains sur l'intelligence artificielle et la gouvernance numérique. Certains observateurs craignent que des sociétés trop dépendantes des systèmes numériques deviennent plus vulnérables à des formes sophistiquées d'influence. Les algorithmes peuvent suggérer des contenus. Les plateformes peuvent modeler l'attention collective. Les systèmes automatisés peuvent orienter les décisions. D'un autre côté, la technologie peut aussi élargir de manière extraordinaire les capacités humaines.
Une éducation globale accessible. Une collaboration entre des personnes de différents pays. Un accès instantané à des connaissances accumulées pendant des siècles. Ces outils peuvent renforcer les individus et les communautés. Comme presque toutes les grandes transformations technologiques de l'histoire, l'impact final dépendra de la manière dont ces outils seront utilisés. La technologie n'est pas une destinée, c'est un instrument. Et les instruments peuvent être utilisés de différentes manières. Dans ce contexte, certains penseurs reviennent à une idée simple. L'autonomie humaine. La capacité d'apprendre. La capacité de penser de manière critique. La capacité de coopérer avec les autres. Ces qualités restent fondamentales indépendamment des structures technologiques ou économiques. En même temps, les crises et les transformations réveillent souvent ce qu'il y a de plus résilient dans les sociétés humaines. Lorsque les institutions échouent, les communautés locales assument souvent des rôles essentiels. Des réseaux informels d'entraide émergent. De nouvelles formes d'organisation apparaissent. La créativité collective trouve des chemins inattendus. Ce schéma peut être observé à de nombreux moments de l'histoire. Après des guerres, pendant des effondrements économiques, dans des périodes de transformation technologique radicale, les sociétés traversent des turbulences, mais développent aussi de nouvelles solutions. Peut-être que la question centrale n'est pas de savoir si le monde va changer. L'histoire montre que le changement est inévitable. La véritable question est de savoir comment les individus et les communautés répondront à ces changements. Certains répondront avec peur, d'autres avec adaptation, d'autres encore avec innovation. Chaque génération fait face à ses propres défis historiques. Et chaque génération redéfinit l'avenir de manière inattendue. Si le système économique mondial subit une transformation significative dans les prochaines décennies, les compétences les plus importantes ne seront peut-être pas seulement financières, mais humaines. Apprendre en continu, construire des relations de confiance, développer une pensée indépendante, cultiver l'imagination. Parce qu'au final, les systèmes économiques peuvent changer, les technologies peuvent évoluer, les institutions peuvent disparaître, mais la capacité humaine à créer de nouveaux chemins demeure. C'est peut-être cette capacité qui a toujours permis à l'humanité de traverser des périodes d'incertitude, et c'est peut-être elle qui continuera à définir le prochain chapitre de notre histoire. Ce n'était qu'une des nombreuses énigmes qui ont traversé les siècles. À travers le monde, il existe des villes perdues, des manuscrits indéchiffrables et des événements historiques qui défient encore notre compréhension. Certains de ces mystères commencent à être révélés, d'autres restent totalement inexpliqués. Et dans le prochain documentaire, nous explorerons l'une de ces énigmes qui continuent d'intriguer les historiens aujourd'hui. Car lorsqu'il s'agit de l'histoire de l'humanité, il existe toujours un nouveau secret à découvrir. History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. Au cours des 100 dernières années, une transformation silencieuse s'est produite dans la manière dont les sociétés humaines organisent leurs énergies. Une transformation si profonde qu'elle a façonné non seulement l'économie, mais aussi la façon dont nous pensons, travaillons et ressentons. Nous vivons aujourd'hui dans la société la plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Et en même temps, l'une des plus anxieuses. Pour comprendre ce paradoxe, nous devons observer une idée centrale qui a émergé au cours du dernier siècle. L'idée que l'argent est devenu, d'une certaine manière, le nouveau centre de l'existence humaine. Pas seulement un instrument d'échange, mais un objectif absolu. Une sorte de divinité abstraite qui organise toute la vie sociale. L'argent est à la fois rien et tout. Rien parce que ce n'est qu'un symbole. Tout parce qu'il contrôle pratiquement toutes les décisions humaines. Lorsqu'une société accepte que l'argent représente une valeur absolue, quelque chose de curieux se produit. Les gens commencent à consacrer toute leur vie à son accumulation.
même lorsqu'ils possèdent déjà plus qu'ils ne pourraient utiliser. L'objectif cesse d'être de satisfaire des besoins réels. L'objectif devient la quête de l'argent elle-même. Un processus infini, sans conclusion claire, sans point final. Mais ce n'est pas la seule innovation qui a façonné l'économie moderne. Il existe un deuxième élément fondamental qui a contribué à orienter l'énergie des sociétés humaines. La création systématique de l'anxiété. L'anxiété n'apparaît pas seulement de manière spontanée dans la société. Elle peut être produite, organisée, structurée. Et lorsque cela se produit, les gens commencent à concentrer leurs énergies de manière beaucoup plus intense. Ils travaillent davantage, produisent davantage, entrent davantage en compétition. L'un des outils les plus efficaces pour générer de l'anxiété est la dette. La logique est simple. Imaginez que quelqu'un vous prête une grande somme d'argent, peut-être $1 million. Au début, cela semble être une opportunité, un avantage, une impulsion pour avancer dans la vie. Mais avec cet argent vient une obligation, une dette qui doit être remboursée. Et généralement, cette dette inclut des intérêts. Avec les intérêts, la situation se transforme. Parce que la dette cesse d'être seulement une somme à restituer. Elle devient une structure permanente de pression. Une obligation qui peut accompagner quelqu'un pendant des décennies. Ou même toute sa vie. Dans de nombreux cas, la dette n'est jamais complètement éliminée. Elle change simplement de forme. S'étend, se réorganise, mais reste présente. Ce mécanisme crée un type d'anxiété très spécifique. Une anxiété productive. Une anxiété qui maintient les gens constamment actifs. Toujours en train de travailler. Toujours en train de produire. Toujours en train d'essayer de payer quelque chose qui semble toujours un pas plus loin. Cette dynamique permet d'extraire beaucoup plus d'énergie d'une société que ce qui serait possible dans des conditions normales. Mais la dette n'est pas le seul mécanisme utilisé pour générer cette pression sociale. Il existe aussi un deuxième élément puissant. L'inégalité. Lorsqu'une société établit une division claire entre riches et pauvres, elle crée un type spécifique d'incitation psychologique. La classe moyenne observe la pauvreté et craint d'y tomber. Cette peur fonctionne comme un moteur invisible. Une impulsion constante pour travailler davantage, produire davantage, entrer davantage en compétition. En même temps, l'inégalité crée une promesse implicite. La promesse d'ascension. L'idée qu'avec suffisamment d'efforts, n'importe qui peut monter dans la hiérarchie économique. Même lorsque, en pratique, cette mobilité est extrêmement limitée. Ce qui importe n'est pas seulement la mobilité réelle, mais la perception de possibilités. Parce que cette perception maintient les gens engagés dans le système. Il existe encore un troisième mécanisme qui aide à maintenir cette structure en fonctionnement. La destruction périodique de la richesse. Cela peut sembler paradoxal. Mais, dans de nombreuses situations historiques, détruire la richesse a été une manière de redémarrer le système économique. Lorsqu'une société accumule trop de richesses, un phénomène curieux se produit. Les gens commencent à travailler moins, deviennent plus complaisants, plus détendus, moins disposés à entrer en compétition. Pour ceux qui souhaitent maintenir une société hautement productive, cela peut être vu comme un problème. Et la solution apparaît souvent de manière dramatique. Guerre, crise économique, effondrement financier, événements qui détruisent la richesse accumulée et obligent la population à tout reconstruire. Imaginez un scénario simple. Des paysans travaillent pendant des années, produisent de grandes quantités de grains, construisent des greniers pleins. À un certain moment, ils disposent de réserves suffisantes pour vivre confortablement. Ils n'ont peut-être même plus besoin de travailler autant qu'avant. Maintenant, imaginez que ces greniers sont détruits. Incendiés, pillage, effondrement économique. Soudain, toute cette sécurité disparaît. Et le cycle de travail recommence, avec encore plus d'intensité. Dans cette logique, les guerres et les crises cessent d'être seulement des accidents historiques. Elles commencent à fonctionner comme des mécanismes structurels au sein de certains systèmes économiques. Des événements qui redémarrent le cycle productif. Des événements qui restaurent l'anxiété collective. Des événements qui remettent toute la société en mouvement. Cela aide à expliquer l'un des paradoxes les plus étranges du monde moderne. Il n'y a jamais eu autant de richesses. Il n'y a jamais eu autant de technologie. Il n'y a jamais eu autant de capacités productives. Et pourtant, les sociétés modernes restent profondément anxieuses, endettées,
sous pression, dans un état constant d'urgence. Cela se produit parce que certains mécanismes ont été perfectionnés au fil des siècles. Des mécanismes capables d'extraire le maximum d'énergie humaine. 3 d'entre eux se distinguent. L'illusion de liberté, la centralité absolue de l'argent, et la production constante d'anxiété. Ces 3 éléments forment la base d'un système extrêmement puissant. Un système qui façonne les comportements, définit les priorités, et oriente la vie de milliards de personnes. Mais pour comprendre complètement comment ce système fonctionne, nous devons analyser un autre phénomène. Un phénomène qui relie le pouvoir économique, la mobilité globale et des structures invisibles d'organisation. Le phénomène connu sous le nom de capital transnational. Pour comprendre le fonctionnement du capital transnational, nous devons observer un changement fondamental survenu dans la structure du pouvoir économique. Pendant une grande partie de l'histoire, la richesse et le territoire étaient profondément liés. Les grands propriétaires terriens dépendaient directement de l'endroit où ils vivaient. Leur richesse était attachée au sol, à la production locale, à la population qui travaillait sur ce territoire. Mais, avec l'avancée du capitalisme global, cette relation a commencé à changer. Progressivement, le capital est devenu mobile, capable de traverser les frontières, capable de se déplacer rapidement vers de nouveaux centres économiques. Cette mobilité a créé un nouveau type d'élite. Une élite qui ne dépend pas d'une seule nation, ni d'une seule société. Une élite dont l'engagement principal n'est pas envers le territoire, mais envers le capital lui-même. L'objectif devient simple: protéger le capital et le faire croître, indépendamment de l'endroit où cela se produit. Lorsque les tensions sociales augmentent dans un pays donné, le capital peut simplement se déplacer. Les entreprises changent de siège. Les investissements migrent. Les fortunes sont transférées vers de nouvelles juridictions. Ce processus n'est pas rare dans le monde contemporain. En réalité, il est devenu une partie normale du fonctionnement de l'économie globale. Aujourd'hui, de nombreuses personnes extrêmement riches choisissent de vivre dans des endroits comme Dubaï, Hong Kong ou Singapour, pas nécessairement parce qu'elles aiment ces lieux, mais parce que ces centres offrent des conditions favorables au capital, des impôts plus faibles, des environnements réglementaires plus flexibles, une plus grande protection du patrimoine. Ce phénomène crée une réalité curieuse. La richesse devient de plus en plus globale. Tandis que la majorité des gens restent profondément liés à l'endroit où elle vit, la classe ouvrière possède rarement la même mobilité. Elle dépend de l'économie locale, des emplois disponibles, des structures sociales autour d'elle. Cette différence crée un déséquilibre structurel. Un groupe peut se déplacer librement à travers le monde. L'autre reste prisonnier des circonstances locales. Ce système forme ce que certains penseurs appellent le capital transnational, un réseau mondial de richesse qui opère au-dessus des frontières nationales. Mais une question importante se pose alors. Comment ce capital parvient-il à fonctionner à l'échelle mondiale? Parce que déplacer de l'argent entre les pays n'est pas seulement une question technique. Il existe un problème bien plus profond. La confiance. Lorsqu'une personne arrive dans un nouveau pays, elle ne connaît généralement personne. Elle ne possède pas de réseaux sociaux locaux. Elle ne sait pas en qui avoir confiance. Et pourtant, d'énormes flux de capital traversent la planète chaque jour. Au cours de l'histoire, l'une des solutions trouvées à ce problème a été la création de réseaux fermés. Des réseaux de confiance. Des structures organisées qui relient des personnes puissantes dans différentes régions du monde. Dans certains contextes historiques, ces réseaux ont pris la forme de sociétés discrètes. Des groupes qui partagent des valeurs, des codes et des intérêts communs. Ces structures permettent aux membres d'un même réseau de coopérer même dans des lieux éloignés. Elles fonctionnent comme des systèmes parallèles de confiance. Ces organisations ne naissent pas seulement pour des raisons mystérieuses ou conspiratrices. Elles répondent à des besoins pratiques, des besoins de coordination, des besoins de coopération entre élites économiques, et des besoins de maintenir des intérêts communs au fil du temps. Au sein de ces réseaux, différentes classes sociales commencent à développer des visions du monde très distinctes. La classe commune, souvent appelée historiquement paysanne ou ouvrière, possède des aspirations relativement simples. Fonder une famille, gagner sa subsistance, vivre une vie stable, participer à des traditions religieuses, trouver un sens moral dans la vie quotidienne. Ces traditions religieuses mettent généralement l'accent sur des vertus comme la bonté,
l'humilité et la compassion. Elles enseignent que l'individu doit être une bonne personne, doit agir avec honnêteté, doit rechercher une vie moralement correcte. Ce type de vision du monde fonctionne bien pour des sociétés stables, des sociétés dans lesquelles la coopération sociale est essentielle. Mais les élites qui administrent des systèmes économiques complexes font face à des dilemmes différents. Pour maintenir des structures de pouvoir et de contrôle, elles doivent souvent prendre des décisions difficiles. Des décisions qui peuvent provoquer de la souffrance, des crises économiques, des conflits sociaux, ou même des guerres. Cela crée une tension psychologique profonde. Parce que les êtres humains ont des limites morales naturelles. Même les personnes puissantes éprouvent des difficultés à accomplir des actions qui nuisent aux autres. Alors une question fondamentale se pose. Comment quelqu'un peut-il accomplir des actions moralement difficiles sans entrer en conflit avec sa propre conscience? La réponse implique un mécanisme psychologique connu. Le transfert de responsabilité. Lorsqu'une personne croit qu'elle ne fait qu'obéir à des ordres, son sentiment de culpabilité diminue. Elle cesse de voir l'action comme un choix personnel et commence à la voir comme faisant partie d'un système plus vaste. Ce phénomène a été démontré de manière impressionnante dans une célèbre expérience de psychologie sociale. À la fin du XXe siècle, le psychologue Stanley Milgram a mené une étude à l'université de Yale. L'expérience était simple. Les participants croyaient administrer des chocs électriques à une autre personne. Chaque erreur commise par la victime entraînait un choc plus fort. En réalité, la personne qui recevait les chocs était un acteur. Mais les participants ne le savaient pas. Milgram voulait observer jusqu'où quelqu'un irait en obéissant à une autorité. Les résultats ont été surprenants. De nombreux participants étaient prêts à infliger une douleur intense à une autre personne, même lorsqu'ils percevaient que cela semblait moralement incorrect. Pourquoi? Parce que la responsabilité semblait venir d'en haut, d'une figure d'autorité. Ainsi les participants pouvaient se dire « Je ne fais pas cela de ma propre volonté. Je ne fais que suivre des instructions. » Ce principe psychologique est extrêmement puissant. Il permet aux individus de participer à des systèmes complexes sans se sentir personnellement responsable des conséquences. Au sein de certaines structures sociales, cela peut prendre des formes encore plus élaborées. Rituels, symboles, récits qui attribuent les décisions à des forces supérieures, des forces divines, des forces historiques, ou des forces inévitables du système. Lorsqu'une personne croit servir une force plus grande, sa perception de la responsabilité change. Elle commence à se voir comme un instrument, et non comme l'auteur. Cette logique peut apparaître sous différentes formes au cours de l'histoire. Religion, idéologie, structures symboliques qui justifient des décisions difficiles, des structures qui permettent aux individus d'agir sans sentir qu'ils portent tout le poids moral de leurs actions. Et c'est à ce moment que la discussion sur le pouvoir, l'économie et la psychologie humaine devient profondément complexe. Parce que les systèmes sociaux ne sont pas soutenus uniquement par des ressources matérielles. Ils dépendent aussi de récits. Des récits qui expliquent pourquoi les choses sont comme elles sont. Des récits qui rendent acceptables les structures de pouvoir. Des récits qui aident les individus à vivre avec des décisions difficiles. Comprendre ces récits est essentiel pour comprendre comment fonctionne le monde moderne. Parce que, derrière les institutions économiques et politiques, il existe toujours une dimension psychologique, une dimension invisible, mais extrêmement puissante. Lorsque nous observons l'histoire des sociétés humaines, nous réalisons que les structures de pouvoir se maintiennent rarement uniquement par la force. Elles dépendent de quelque chose de plus profond. Elles dépendent de systèmes de croyances, de récits capables de justifier des décisions difficiles et d'organiser le comportement collectif. Ces récits ne sont pas seulement des histoires. Ils fonctionnent comme des mécanismes psychologiques qui permettent aux individus d'agir au sein de systèmes complexes sans se sentir personnellement responsables de toutes les conséquences. Au sein de nombreuses structures de pouvoir, apparaît alors la nécessité de construire une explication supérieure. Une explication qui place les décisions humaines sous l'autorité de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui transcende l'individu. Cela peut être Dieu. Cela peut être l'histoire. Cela peut être le destin. Ou même des forces invisibles qui seraient censées gouverner le monde. Ce type de structure symbolique remplit une fonction importante. Elle permet aux personnes impliquées dans des décisions difficiles de croire qu'elles n'agissent pas uniquement par intérêt personnel, mais pour une cause plus grande, pour une mission,
pour un objectif historique. En transférant la responsabilité à une autorité supérieure, la tension morale diminue. L'individu cesse de sentir qu'il est seul face aux conséquences de ses choix. Au cours de l'histoire, différents groupes ont développé des symboles et des mythologies qui remplissaient exactement cette fonction. Certains ont eu recours à la religion, d'autres à des philosophies politiques. D'autres encore ont créé des structures organisationnelles avec leurs propres rituels et codes. Ces systèmes fonctionnent comme un langage commun, une manière d'aligner les comportements au sein des groupes de pouvoir. Lorsque nous analysons ces phénomènes avec attention, nous réalisons qu'ils ne surgissent pas uniquement pour des raisons spirituelles. Ils possèdent également une dimension pratique, une dimension organisationnelle. Ils servent à créer une identité collective. Ils servent à renforcer les loyautés internes. Ils servent à maintenir la cohésion entre des individus qui partagent des intérêts similaires. Mais il existe aussi un élément psychologique encore plus profond. Un élément lié à la manière dont les êtres humains gèrent le pouvoir. Prendre des décisions qui affectent des milliers ou des millions de personnes n'est pas quelque chose de simple. Ces décisions impliquent souvent des pertes, des conflits, des crises, des sacrifices sociaux. Pour ceux qui sont au centre de ces décisions, la charge psychologique peut être énorme. C'est pourquoi de nombreuses structures de pouvoir développent des mécanismes symboliques qui aident à répartir cette charge. Rituels, récits, codes internes. Ces éléments créent un environnement dans lequel les décisions semblent faire partie d'un processus inévitable, d'un destin historique, d'un ordre supérieur qui dépasse la volonté individuelle. Dans ce contexte, des figures symboliques apparaissent souvent. Des dieux du temps, des dieux de l'ordre, des archétypes qui représentent des forces impersonnelles gouvernant le monde. Ces figures fonctionnent comme des métaphores de concepts plus larges. Contrôle, structure, discipline, ordre social. En invoquant ces symboles, les individus peuvent réinterpréter leurs propres actions. Ce qui semblait auparavant être un choix personnel devient une partie d'un processus plus vaste. Un engrenage dans une machine historique. Cela réduit le sentiment de responsabilité individuelle et renforce la cohésion au sein du groupe. En même temps, ces récits aident à expliquer pourquoi certaines décisions semblent inévitables. Hier, crise économique, transformation sociale profonde. Au lieu d'être vues uniquement comme des choix humains, elles commencent à être interprétées comme des événements nécessaires au sein d'un système plus large. Ce type de pensée a une conséquence importante. Il crée le sentiment que les individus ne contrôlent pas totalement l'histoire, qu'il existe des forces structurelles plus puissantes, des forces qui orientent le cours des événements. Cette perception peut alléger la culpabilité, mais elle peut aussi renforcer les structures de pouvoir. Parce que, lorsque les gens croient qu'ils ne font que remplir un rôle au sein d'un ordre inévitable, ils deviennent plus disposés à accepter des décisions difficiles. Des décisions qui, dans d'autres circonstances, pourraient être remises en question. Des décisions qui pourraient susciter de la résistance, mais qui commencent à être perçues comme une partie naturelle du fonctionnement du monde. Ce phénomène aide à expliquer pourquoi des systèmes complexes peuvent se maintenir pendant de longues périodes. Ils ne dépendent pas seulement de la coercition. Ils dépendent aussi de croyances partagées. Des croyances qui organisent les comportements. Des croyances qui structurent la perception de la réalité. Des croyances qui transforment les structures de pouvoir en quelque chose d'apparemment naturel. Cependant, ces structures ne sont jamais complètement stables. Il existe toujours une limite à la pression sociale, une limite à l'inégalité, une limite à l'anxiété collective. Lorsque cette limite est dépassée, quelque chose commence à changer. Au cours de l'histoire, nous observons à plusieurs reprises le même schéma. Lorsque l'exploitation devient excessive, lorsque l'inégalité devient trop évidente, lorsque l'anxiété collective atteint des niveaux insupportables, les sociétés entrent dans des moments de rupture. Révoltes, transformation politique, changement profond dans la structure du pouvoir. Dans ces moments, les récits qui soutenaient le système commencent à perdre de leur force. Les gens commencent à remettre en question le fonctionnement des institutions, commencent à remettre en question la légitimité des élites, commencent à remettre en question le système économique lui-même. Et lorsque cela se produit, une nouvelle phase historique commence à se former. Parce que l'histoire humaine n'est pas statique.
Elle se déplace en cycle. Cycle de construction, cycle de tension, cycle de rupture et cycle de reconstruction. Peut-être que l'aspect le plus important de comprendre ces cycles est de réaliser quelque chose de fondamental. Les systèmes sociaux sont créés par des personnes, soutenus par des personnes, et finalement transformés par des personnes. Comprendre comment ces systèmes fonctionnent ne signifie pas accepter toute leur structure. Cela signifie simplement voir plus clairement les mécanismes qui façonnent le monde moderne. Des mécanismes qui agissent dans l'économie, dans la politique, dans la psychologie collective, et dans la manière dont nous organisons nos sociétés. Parce qu'au final, la grande question demeure. Si nous vivons dans la société la plus riche de l'histoire humaine, pourquoi sommes-nous encore l'une des plus anxieuses? L'histoire de l'humanité est un voyage, rempli de découvertes, d'énigmes et de mystères. Certains ont été compris, d'autres défient encore notre compréhension. Et c'est précisément dans ces mystères que nous trouvons les questions les plus fascinantes. Vous êtes sur History Secret. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer les secrets de l'histoire. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. Il existe un point sur la carte du monde que de nombreux stratèges considèrent comme l'un des endroits les plus sensibles de la planète. Un détroit d'eau d'un peu plus de 30 km de large. Le détroit d'Ormuz. À première vue, il peut sembler n'être qu'un simple passage maritime. Mais son importance va bien au-delà. Environ 20% de tout le pétrole commercialisé dans le monde y transite. Chaque jour, des navires quittent les pays du Golfe chargés d'énergie qui alimentent des économies entières. Une grande partie de ce pétrole se dirige vers l'Asie. Inde, USA, Corée du Sud, Japon. Ces économies dépendent profondément de ce flux énergétique. Certains pays importent la majeure partie de leur pétrole précisément depuis cette région. Cela signifie que toute interruption dans le détroit d'Ormuz aurait des effets immédiats sur l'économie mondiale. Énergie, transport, industriel, tout pourrait être affecté. Mais l'impact ne serait pas seulement énergétique. Il existe aussi une dimension financière importante. Pendant des décennies, le commerce mondial du pétrole a été lié à l'utilisation du dollar américain. Ce système est devenu connu sous le nom de pétrodollar. Dans cet arrangement, une grande partie des transactions internationales de pétrole s'effectuent en dollars. Cela contribue à soutenir la demande mondiale pour la monnaie américaine. Et, par conséquent, renforce la position économique des États-Unis dans le système financier international. Pour cette raison, la stabilité du Golfe Persique a toujours été considérée comme stratégique pour Washington. De nombreuses bases militaires américaines ont été installées dans la région au cours des dernières décennies. Ces bases font partie d'un réseau de présence militaire qui traverse tout le Moyen-Orient. Cependant, la géographie de la région crée des défis complexes. D'un côté du détroit se trouve l'Iran, un pays avec un territoire montagneux et une grande profondeur stratégique. De l'autre côté se trouvent les pays du Conseil de coopération du Golfe. Des régions en grande partie désertiques, avec des infrastructures hautement concentrées. Cette différence géographique a des implications militaires importantes. Les territoires montagneux peuvent offrir des emplacements naturels pour dissimuler des équipements militaires. Bases de missiles, installations souterraines, systèmes de défense. À l'inverse, les zones désertiques et urbanisées ont tendance à être plus exposées. Infrastructures énergétiques, ports, installations industrielles. Ces cibles peuvent être vulnérables en cas de conflit. Un autre facteur critique est la dépendance aux ressources de base. De nombreux pays du Golfe importent une grande partie de leur nourriture. En plus de cela, ils font face à une pénurie d'eau potable. Pour répondre à ce besoin,
ils utilisent largement des usines de dessalement. Ces installations transforment l'eau de mer en eau douce. Elles sont essentielles à l'approvisionnement de millions de personnes. Sans ces usines, des villes entières auraient du mal à survivre dans des régions aussi arides. Cela crée une vulnérabilité stratégique. Des infrastructures critiques concentrées peuvent devenir des cibles en période de tension militaire. Énergie, eau, ports. Dans le même temps, l'Iran lui-même fait face à des défis structurels. Changement climatique, période prolongée de sécheresse, pression sur l'approvisionnement en eau. Ces fragilités montrent comment les conflits modernes peuvent impliquer non seulement des forces militaires traditionnelles, mais aussi des infrastructures civiles, des ressources naturelles, des systèmes économiques. Un autre élément important dans la dynamique régionale est la présence de multiples acteurs internationaux. États-Unis, pays européens, Russie, Chine, tous ont des intérêts stratégiques au Moyen-Orient. En raison de l'importance énergétique de la région, tout conflit local peut rapidement prendre une dimension mondiale. Routes maritimes, marchés financiers, prix de l'énergie. Ce type d'interdépendance rend l'équilibre régional extrêmement fragile. De petites escalades peuvent produire des effets considérables. En parallèle, le développement technologique modifie la nature des conflits. Panzer, missiles à longue portée, systèmes de commandement décentralisés. Ces outils permettent à des acteurs plus petits de défier des forces militaires traditionnelles. Cela crée un environnement stratégique plus complexe. Les puissances militaires traditionnelles conservent une grande capacité, mais elles font face à de nouvelles formes de menaces asymétriques. Dans ce contexte, certains analystes décrivent le Moyen-Orient comme un échiquier géopolitique extrêmement sensible. Une région où rivalité locale et disputes globales s'entremêlent. Et au centre de cet échiquier se trouve justement ce détroit, étroit de seulement quelques dizaines de kilomètres. Un passage apparemment insignifiant, mais capable d'influencer la stabilité énergétique et économique de toute la planète. Si l'on observe plus en profondeur l'équilibre stratégique du Golfe Persique, on comprend que le conflit potentiel dans cette région ne dépend pas uniquement de la puissance militaire. Il dépend avant tout de la géographie. La géographie détermine les routes commerciales, définit les vulnérabilités logistiques, et révèle souvent quelle région possède un avantage naturel en cas de guerre. Dans le cas du détroit d'Ormuz, la position de l'Iran offre un type particulier d'avantage stratégique. Son territoire montagneux permet de dissimuler des systèmes de défense et des plateformes d'attaque dans des zones difficiles à atteindre. Ces montagnes créent un environnement naturellement défensif. Les installations militaires peuvent être dissimulées dans des tunnels. Les lanceurs mobiles peuvent être déplacés rapidement. Les systèmes de drones peuvent opérer depuis des positions difficiles à détecter. Ce type de géographie transforme le territoire en une sorte de forteresse naturelle. De l'autre côté du Golfe, la situation est très différente. Une grande partie des pays du Conseil de coopération du Golfe possèdent un territoire plat et désertique. Les infrastructures critiques sont concentrées dans des zones spécifiques. Ports, raffineries, champs pétroliers, usines de dessalement. Ces éléments sont essentiels au fonctionnement des économies locales, mais peuvent aussi devenir vulnérables en période de tension militaire, surtout à une époque marquée par les drones, les missiles de précision et les attaques à longue distance. En plus de l'énergie, il existe une autre ressource fondamentale dans cette région: l'eau. Dans de nombreux pays du Golfe, la majeure partie de l'eau potable provient d'usines de dessalement. Ces installations utilisent de l'énergie pour transformer l'eau de mer en eau douce. Sans ces usines, de grandes villes ne pourraient tout simplement pas maintenir leur population. Cela fait de ces structures un élément essentiel de l'infrastructure stratégique régionale. De son côté, l'Iran fait face à des défis environnementaux importants. Sécheresse prolongée, réduction des réserves d'eau, pression sur l'approvisionnement dans plusieurs régions du pays.
Ce type de fragilité montre comment les conflits contemporains ne concernent pas seulement les forces armées. Ils peuvent impliquer des ressources fondamentales. L'eau est une infrastructure. L'énergie. Les infrastructures civiles. Un autre aspect important de la dynamique régionale est le rôle des bases militaires étrangères. Les États-Unis maintiennent de nombreuses installations militaires à travers le Moyen-Orient. Ces bases ont été établies au fil des décennies, notamment pendant la guerre froide et les conflits ultérieurs dans la région. Elles fonctionnent comme des points de présence stratégiques, permettent la projection de puissance, la coordination logistique, la surveillance régionale. Mais la présence de ces bases crée aussi un environnement complexe. En cas de tension, elles peuvent devenir des cibles potentielles, ce qui transforme des conflits locaux en enjeux à portée internationale. Un autre élément qui rend la situation délicate est la possibilité d'escalade impliquant d'autres puissances. Les pays européens ont des intérêts énergétiques importants dans la région. La Russie et la Chine suivent également de près toute évolution de l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. En raison de ce réseau d'intérêts croisés, un conflit régional pourrait rapidement prendre une ampleur beaucoup plus large. Routes commerciales, marché de l'énergie, alliances militaires. Ce type de scénario conduit de nombreux analystes à considérer le Golfe Persique comme l'une des régions les plus sensibles du système international. De petites crises peuvent entraîner de grandes conséquences. En même temps, l'histoire montre que les rivalités géopolitiques passent souvent par des périodes de tension suivies de phases d'ajustement diplomatique, négociations, accords, équilibre temporaire. L'avenir de la région dépendra en grande partie de la capacité des puissances impliquées à gérer ces tensions, éviter des escalades inutiles et préserver la stabilité des routes énergétiques mondiales. Parce qu'au final, ce détroit apparemment petit reste l'un des points les plus stratégiques de la planète. Un corridor maritime étroit, mais avec un impact potentiel sur toute l'économie mondiale. De nombreuses civilisations ont prospéré avant la nôtre. Certaines ont dominé de vastes territoires. D'autres ont disparu presque sans laisser de traces. Ce qu'il reste, ce sont des indices dispersés dans le temps. Monuments silencieux. Manuscrits fragmentés. Histoires transmises à travers les générations. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. Mais l'histoire garde encore de nombreux secrets. Vous regardez History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.